Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir pour une conférence autour de l'actualité des référentiels de certification sur la sécurité des aliments. Donc je vous propose que pendant 30 minutes, on puisse faire le point sur les nouveautés de ces référentiels de certification. Et cette présentation sera axée essentiellement sur l'IFS, le BRC et le protocole de certification FSSC 22000. Donc je vous propose de commencer cette conférence par une rapide présentation. Donc je suis Céline Tournier, je travaille en tant que formatrice consultante à l'ADRIA. L'ADRIA est un centre technique basé à Quimper où nous intervenons sur différents secteurs d'activité en lien avec la qualité, l'hygiène, la sécurité des aliments, dont notre raison d'être est de fiabiliser et pérenniser l'alimentation de demain. Donc pour ma part, je suis formatrice consultante sur la partie qualité, hygiène, sécurité des aliments, où j'interviens dans les entreprises sur de la formation, de l'audit, du conseil, de l'accompagnement sur les référentiels de certification. Et je suis également membre du réseau Actia Référentiel sur les référentiels de sécurité des aliments. Alors, je vous propose donc qu'on fasse le point sur les principales évolutions. L'année 2024 n'est pas forcément une année sur laquelle on va voir apparaître des nouveaux référentiels de certification, mais donc on va faire le point sur ce qui a pu évoluer ces dernières années et les tendances qui ressortent dans ces référentiels de certification. Donc peut-être pour rebalayer un petit peu la sécurité des aliments et voir là où on en est aujourd'hui, je vous propose de repartir de ce schéma-là qui représente les 40 dernières années où on peut voir comment la qualité, la sécurité des aliments a changé ces dernières années. Donc si on part des années 80, dans les années 80, la qualité, la sécurité des aliments était essentiellement orientée sur des contrôles où l'objectif était de fabriquer un produit et de voir si à la fin ce produit était conforme à tous les standards qu'on avait prévu de respecter. À partir des années 90, on a pu voir un premier virage apparaître avec l'assurance qualité et le fait que les systèmes commencent à se mettre en place, en particulier conformément à la norme ISO 9001, pour fabriquer des produits de qualité. À fin des années 90, les premiers référentiels de certification sur la sécurité des aliments sont apparus, en particulier imposés par des distributeurs britanniques avec le BRC et qui s'est poursuivi au début des années 2000 avec ensuite la certification IFS qui est apparue. Dans les années 2000, on est passé plutôt sur un système de prévention, d'autant plus marqué à partir de 2005 avec l'apparition de l'ISO 22000 qui s'annonçait comme une norme internationale de sécurité des aliments. En 2010, on a vu à nouveau des changements apparaître et ce système d'assurance qualité a laissé peu à peu sa place à un système de management de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires. Et on est noté non plus sur un pilotage uniquement de la qualité et de la sécurité des aliments des produits, mais dans ce système de management, on est venu renforcer avec des exigences en particulier sur la lutte contre la malveillance, la lutte contre la fraude, etc. Aujourd'hui, donc, on est dans les années 2020 et ce système de management de la qualité et de la sécurité des aliments se renforce encore avec une culture désormais positive de la sécurité des denrées alimentaires qui doit se mettre en place et s'améliorer dans les entreprises agroalimentaires, où on n'est plus certain qu'effectivement le système de management soit suffisant et qu'on compte sur le fait qu'il y ait une véritable culture de la sécurité des aliments qui s'instaure. Et en parallèle de ça, on est dans un contexte actuel où il y a quand même pas mal d'évolutions, de transitions, d'enjeux qui apparaissent dans les entreprises agroalimentaires, en particulier face au changement climatique, face au contexte géopolitique qui n'est pas toujours évident, les contextes liés aux énergies et qui font que vos systèmes doivent aussi en permanence s'améliorer, bouger pour pouvoir s'adapter à toutes ces nouvelles contraintes. Et donc au fur et à mesure, les référentiels de certification intègrent des nouvelles exigences pour vous pousser toujours à vous améliorer. Donc aujourd'hui, au niveau des référentiels de certification, on est actuellement sur la publication du BRC V9, donc qui est applicable depuis le 1er février 2023. Donc c'est la version en vigueur du BRC.
Au niveau de l'IFS, on est sur l'IFS version 8, donc qui a été publié en avril 2023 et qui est entré en vigueur officiellement à partir de janvier 2024, mais même si vous aviez la possibilité de vous engager dans ce type de certification version 8 depuis le 1er octobre, mais généralement les entreprises ont attendu la date officielle au janvier 2024. Et puis, à partir du 1er avril, vous pourrez désormais vous faire certifier selon le protocole de certification FSSC 22000 version 6, donc qui a été publié en avril 2023, mais vous aviez un certain délai avant de pouvoir vous faire certifier selon ce protocole de certification. Donc aujourd'hui, voilà les 3 versions qui sont en vigueur, le BRC version 9, l'IFS version 8 et le protocole de certification FSSC 22000 version 6. Et sachant que donc également dans les éléments qui sont prévus, c'est une révision de la norme ISO 22000. Donc là, on est dans la phase d'appel à experts. Donc bientôt, le groupe de travail va se mettre en œuvre pour réviser la norme ISO 22000. Donc, sachant que les évolutions de ces référentiels sont aussi impactées par les exigences de la JFSI. Donc, IFS, BRC et FSSC 22000 sont 3 référentiels reconnus JFSI et donc qui vont devoir, pour pouvoir continuer à être reconnus au niveau international, suivre aussi les exigences imposées par la JFSI. Alors peut-être un petit focus sur ces 3 certifications-là et voir quelles ont été les nouveautés imposées par la version 9 du BRC, par la version 8 de l'IFS et par la version 6 du protocole FSSC 22000. Et ensuite, je vous proposerai qu'en deuxième partie, on fasse plus un point sur les exigences communes qui se détachent de ce référentiel et voir comment vous pouvez les aborder en entreprise. Alors du côté du BRC version 9, donc c'est plus forcément très récent maintenant. Donc pour ceux qui sont certifiés BRC, normalement les exigences, les nouveautés, vous les avez déjà mises en œuvre dans vos entreprises. Mais pourquoi donc un changement de version? Donc l'idée des référentiels, c'est qu'ils évoluent régulièrement. Donc toujours pour s'aligner avec les exigences JFSI, mais aussi pour être en accord avec les évolutions de la réglementation, pour vous pousser à toujours vous améliorer. Et en l'occurrence, là, un des objectifs, c'était vous pousser aussi à développer une culture de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Quel changement entre la version 8 et la version 9? Donc le nombre d'exigences a diminué, moins 7% d'exigences. Alors on pourrait se dire, chouette, une nouvelle version où des exigences s'enlèvent. Alors généralement, c'est juste qu'elles sont fusionnées et que finalement, le niveau d'exigence reste toujours le même d'une version à une autre. On est resté sur 12 clauses fondamentales et 9 chapitres, donc pas de différence à ce niveau-là. Certaines exigences ont été renforcées, donc ça a été le cas des audits internes, où ils souhaitent que effectivement les audits internes soient d'autant plus poussés. Ils vous poussent dans des démarches d'amélioration continue en travaillant sur des analyses de causes racines, en particulier pour résoudre certaines non-conformités. La validation et la vérification en HACCP donc, sont vraiment montées d'un cran en BRC version 9. On vous pousse à travailler sur des analyses de risque, sur la gestion des incidents et puis également sur la traçabilité qui a été renforcée, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mélange en particulier, que vos vides de ligne sont correctement effectués, qu'il n'y ait pas de mélange entre les lots. Si on va un petit peu plus loin donc sur les principaux changements de la version 9, donc il y a eu des nouveautés en particulier au niveau de la Food Safety Culture. Donc la Food Safety Culture est déjà intégrée depuis un certain nombre d'années dans le référentiel BRC. Par contre, effectivement, là, ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin et il y avait déjà 4 notions qu'on retrouvait en termes de Food Safety Culture auxquelles ils ont rajouté le fait que vous devez aussi travailler sur les comportements des opérateurs pour prouver qu'ils sont dans une démarche d'amélioration de la culture de la sécurité sanitaire. Au niveau des plans HACCP, la dernière version du BRC s'est alignée avec les dernières modifications du Codex Alimentarius et en particulier avec le fait de travailler sur la validation des mesures de maîtrise.
On vous pousse à travailler sur la gestion des processus externalisés. Donc c'est vrai que tout ce qui est en lien avec la sous-traitance de partie de votre production, du stockage, du transport, etc. On vous pousse à avoir des cahiers des charges qui sont beaucoup plus robustes. La volonté de travailler sur une analyse de causes racines, la partie Food Defense qui a été remaniée un petit peu dans le BRC. Une des grosses nouveautés a été aussi de vous pousser à travailler sur les équipements, en particulier en intégrant la conception hygiénique des équipements dans vos cahiers des charges vis-à-vis des fournisseurs de matière, des fournisseurs d'équipements. Et puis enfin, une partie qui a été rajoutée et qui est nouvelle dans le BRC, la conversion primaire des animaux, où on vous demande de travailler aussi sur toute la partie qui est plutôt amont sur les filières animales. Au niveau de l'IFS, donc on est actuellement sur la version 8 de l'IFS. Donc là, pareil, l'idée c'était d'évoluer dans la version en particulier pour s'aligner avec les réglementations qui évoluent et la dernière version du Codex Alimentarius, d'avoir un renforcement sur les exigences HACCP et puis de prendre en compte les retours de l'IFS version 7. En particulier, il y avait eu un certain nombre de remarques sur la notation, et ce qui fait qu'il y a eu des évolutions dans la version 8. Donc, quelles sont les principales évolutions de cette version 8 ? Donc, dans la version 8, pareil, on pourrait croire que le nombre d'exigences a diminué, bon, ce qui, dans les faits, n'est pas le cas. Là aussi, hein, c'est des fusions d'exigences qui font que le nombre global est inférieur, mais pour autant, le niveau d'exigence reste le même. Et puis, on passe de 6 chapitres à 5 chapitres. Donc, on pourrait croire qu'effectivement, là aussi, un chapitre entier a disparu. Ce n'est absolument pas le cas. Hein. Le 6e chapitre, qui était spécifique à la protection de la chaîne alimentaire contre les actes de malveillance, tout ce qui était Food Defense, est désormais intégré dans le 4e chapitre. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le référentiel, on n'a plus que 5 chapitres, mais le niveau d'exigence, là aussi, reste le même. Donc ces 5 chapitres sont les 5 premiers chapitres de l'IFS. Donc le premier qui est plutôt sur la gouvernance, l'engagement de la direction. Le deuxième chapitre qui est plutôt spécifique à l'HACCP et au système de management de la sécurité et de la qualité. Le troisième chapitre plutôt dédié à la gestion des ressources, la formation du personnel, etc. Le 4e chapitre qui est vraiment en lien avec tout ce qui se passe sur le terrain. Et le dernier chapitre qui est sur les mesures, les analyses et les améliorations. Donc les principales nouveautés de cette version 8, donc, la première c'est la notation. Donc pour ceux qui sont certifiés IFS, vous n'êtes pas passé outre le fait qu'on est revenu à la notation B dans ce référentiel-là, donc ce qui était le cas jusqu'à la version 6, qui avait été enlevé dans la version 7. Et puis finalement, les retours font que marche arrière. Et donc il est désormais possible de remettre un B sur une note KO. Et par contre, vous devez mettre en place des actions correctives à partir du moment où c'est un B, on considère que c'est une déviation. Une des grosses nouveautés de cette version 8 aussi, c'est le fait qu'ils ont précisé des durées. Donc avant, vous aviez la possibilité de faire des revues annuelles, une revue annuelle en HACCP, des audits qui devaient se mener de manière annuelle, une revue de direction qui devait être annuelle, etc. Désormais, il y a une précision, c'est que c'est plus tous les ans, mais tous les 12 mois. Donc, ce qui veut dire qu'on vous impose une certaine durée et que vous ne pouvez pas dépasser au-delà de la fréquence des 12 mois. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas trop décaler les fréquences de ces revues. Au niveau de la food safety culture, donc là, il y a eu un renforcement avec des éléments qui ont été un peu plus précisés dans les définitions. En particulier, on vous demande vraiment aujourd'hui d'avoir des indicateurs sur les 4 sujets clés: la communication, la formation des salariés, le retour des employés et puis la mesure de la performance. Au niveau de l'HACCP, on retombe dans ce qui était déjà présent en BRC, à savoir le fait de travailler sur de la validation de mesures de maîtrise ou de la revalidation de mesures de maîtrise si vous êtes amené à faire des changements. Donc une approche qui était plutôt à la base une approche ISO 22000.
On vous demande également d'intégrer l'analyse des causes racines. Donc au niveau Food Defense, pas de gros changements, si ce n'est qu'effectivement on n'a plus un chapitre spécifique et que ça a été intégré au chapitre 4. Au niveau des équipements, donc là on n'est peut-être pas aussi poussé que ce qui est attendu en BRCV 9 sur les équipements, où on vous parle peut-être un peu moins de conception hygiénique. En tout cas, on vous demande d'avoir une validation requise et donc une analyse de risque également, et d'être intégré dans tous les cahiers des charges que vous demandez à vos fournisseurs d'équipements. Et enfin, au niveau des audits internes, ça va beaucoup plus loin, où désormais on vous demande à ce que toutes les exigences du référentiel soient auditées tous les 12 mois, et donc vous devez apporter la preuve que vous avez bien audité l'ensemble des exigences du référentiel. Et puis également peut-être des nouveautés au niveau du vocabulaire. Il y a trois phrases, enfin trois mots qui apparaissent régulièrement dans le vocabulaire. On vous demande parfois que des éléments soient documentés, d'autres soient mis en place, et enfin d'autres soient tenus à jour. Alors, quand c'est documenté, on vous demande que ce soit écrit. Vous devez avoir une procédure, une instruction, un élément qui décrit comment vous allez traiter cette situation-là. Quand on vous demande que ce soit mis en place, vous devez faire les choses, et quand on vous demande à ce que ce soit tenu à jour, vous devez le mettre à jour et régulièrement le revoir dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. Et donc je passe à la dernière certification, donc le protocole de certification FSSC 22000. Donc on est actuellement dans la version 6 de ce protocole de certification. Alors qu'est-ce que le protocole de certification FSSC 22000 ? Donc c'est un ensemble de textes qui sont composés à la base par la norme ISO 22000, donc la norme internationale de la sécurité des aliments, et donc qui est actuellement dans la version de 2018 et donc qui va entamer sa phase de révision. Ensuite, elle est complétée par des spécifications techniques qui sont spécifiques au secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes dans une entreprise agroalimentaire, vous êtes plutôt sur l'ISO TS 22002-1. Donc, sachant que ces spécifications techniques sont également en cours de révision. Et ensuite, l'ensemble de ces éléments sont à nouveau complétés par un autre texte, donc là qu'on appelle le protocole FSSC 22000 avec des exigences spécifiques. Et donc c'est ce document-là qui a été revu en avril 2023 et sur lequel il y a les modifications et qui vont s'appliquer à partir du 1er avril. Et dans ce protocole FSSC 22000, donc là on retrouve pas mal de modifications pour pouvoir s'aligner avec les exigences des benchmarking requirements de la JFSI, et donc sur lesquelles on n'avait pas forcément d'exigences claires jusque-là dans le protocole FSSC 22000. Et donc en particulier, désormais dans le FSSC 22000, vous devez intégrer le travail sur la culture de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires. Vous devez renforcer vos exigences sur l'étiquetage. Il y a une nouveauté qui apparaît sur traiter vos pertes et votre gaspillage alimentaire. Vous devez travailler sur la gestion des équipements. Donc là, on est totalement aligné avec ce qu'il y a dans le BRCV 9 et dans l'IFSV 8. La communication également est renforcée, en particulier avec le fait de prévenir votre organisme de certification en cas de retrait, rappel, gestion de crise. Et puis également un renforcement des exigences sur la gestion des allergènes et sur la surveillance de l'environnement. Donc voilà les principales modifications sur le FSSC 22000. Donc finalement, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont similaires aux trois certifications. Ce sont trois certifications qui sont différentes. L'IFS et le BRC, on est plutôt dans des démarches imposées par des distributeurs. Le FSSC 22000, on est généralement plus dans des démarches volontaires. Les trois sont reconnus JFSI, donc ont la même valeur au niveau international. Et donc finalement, généralement, quand un référentiel évolue, les autres référentiels ont tendance à intégrer ces mêmes choses. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un certain nombre de choses qui sont similaires. Et donc, j'ai fait un focus sur quelques nouveautés qui sont communes. En particulier, donc, le fait que vous avez désormais l'obligation de faire un audit sur le cycle de 3 ans qui doit être fait en inopiné. Alors, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire tous vos audits en inopiné, mais désormais, en tout cas, dans ces trois certifications-là, vous devez faire au moins un audit tous les 3 ans de manière inopinée.
Donc ça, bon, je pense que désormais, pour ceux qui sont dans la pièce et qui sont certifiés, vous avez dû normalement tous passer déjà ce test de l'audit inopiné. Ensuite, la food safety culture, donc, qui a été un sujet vraiment nouveau, qui a été intégré en 2020 et sur lequel, effectivement, on vous a... Au départ, c'était une grosse nouveauté. Ça a nécessité de pas mal travailler, effectivement, ce sujet. Aujourd'hui, ce qui se dégage de ces référentiels de certification, c'est l'auditeur n'est pas là pour juger de votre niveau de culture de la sécurité ou de la qualité dans votre entreprise, mais il est là pour voir qu'est-ce que vous mettez en place pour améliorer ce niveau-là. Donc vous allez être plus challengé sur votre plan d'action, les éléments que vous avez décidé de travailler, et ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez aussi des indicateurs pour suivre comment vous allez améliorer ce niveau-là. Et en particulier, on vous demande de travailler sur ces 4 sujets. Donc ça se dégage vraiment des 3 référentiels. Et ça fait partie de la définition qui a été proposée par la JFSI. On vous demande de travailler sur le volet communication, sur le volet formation, sur le retour des employés, donc quelles sont les informations qui remontent du terrain vers la direction, et sur la mesure de la performance. Donc ça fait partie des choses qu'on doit pouvoir retrouver dans vos plans sur la food safety culture, d'avoir des indicateurs sur au moins ces 4 sujets-là. Également, donc, des points qui ne sont pas toujours faciles à différencier, mais ça fait partie d'un sujet, d'un point commun aux 3 référentiels. On vous demande de renforcer vos études HACCP, et en particulier en distinguant ces 4 notions-là, la notion de validation, de surveillance, de revue de vos études et de vérification. Donc il y a une notion de temps qui se cache derrière ces 4 sujets. La validation, elle a lieu normalement en amont de vos études HACCP. Alors je dis normalement parce qu'en fait la validation a été intégrée plus tardivement dans les référentiels, et donc les entreprises n'avaient pas toujours pris le temps de correctement valider leurs mesures de maîtrise. Mais aujourd'hui, on vous demande de bien valider vos mesures de maîtrise pour être sûr qu'elles seront en mesure d'atteindre ce que vous êtes défini, et puis d'être efficace. La surveillance, c'est ce que vous faites au quotidien dans les ateliers. En particulier, elle est en lien avec les CCP et les PRPO. Donc c'est le suivi au quotidien pour savoir si on a bien fait tel que c'était prévu. Et la vérification, donc elle a lieu, elle, généralement après, et c'est ce qui permet de savoir si l'étude a été réalisée, a été efficace, et si elle est complètement à jour. Et donc tout ça, c'est ce qui va venir alimenter la revue. Donc tous les résultats de la vérification vont venir alimenter la revue, et qu'on vous impose de manière annuelle, donc voire tous les 12 mois, dans le cadre de la certification IFS. Donc 3 notions qui sont primordiales et qui doivent vraiment ressortir dans vos études HACCP. Également, donc, quelque chose qu'on retrouve beaucoup en IFS et BRC, c'est le fait qu'on vous impose de travailler dans des démarches d'amélioration continue et de creuser, en particulier quand vous avez des non-conformités majeures, des réclamations, et de se dire quelle est la cause de cette non-conformité ou de cette réclamation. Donc on vous demande de mettre en place des analyses de causes racines pour pouvoir être sûr de remonter jusqu'à l'origine du problème. Alors on ne vous impose pas forcément de méthode. Maintenant, généralement, c'est ce qui est attendu, de prouver quelle méthode vous utilisez pour traiter l'analyse des causes racines. Alors il en existe plusieurs, là je vous en ai mis quelques exemples, les 5 pourquoi, le QQOCQP, les 5M, travailler à partir du diagramme d'Ishikawa, etc. Mais ça fait partie effectivement des nouveautés. Autre grosse nouveauté, la gestion des équipements. Donc là, les exigences sont renforcées sur les équipements, avec en particulier le fait d'intégrer la notion de conception hygiénique. Alors je me suis permis de mettre le logo EHEDG, ils ont un stand sur le CFIA. N'hésitez pas non plus à leur rendre visite et voir comment on peut intégrer les guidelines de l'EHEDG quand on achète des nouveaux équipements. Et puis on vous demande de mener une analyse des risques en cas d'achat de nouveaux équipements. Donc est-ce qu'on est sûr que le fournisseur respecte bien la réglementation sur l'équipement? Est-ce qu'on est sûr d'avoir choisi les bons matériaux?
Est-ce qu'ils sont correctement mis en forme et assemblés? Est-ce que les soudures sont propres? Est-ce qu'il n'y a pas de zone de rétention? Et puis ensuite, est-ce que ces équipements vont être correctement installés sur les lignes? Est-ce qu'ils sont cohérents à leur endroit, à leur place? Est-ce que les flux sont conformes? Est-ce que les utilités sont maîtrisées? Et on vous pousse à réfléchir beaucoup plus. Et je pense qu'au fur et à mesure des évolutions de référentiels, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Et on vous demandera de travailler d'autant plus sur ces équipements. La gestion des matières premières, des emballages, donc ça fait partie des choses où on voit qu'on vous pousse de plus en plus. Le BRC, ça fait déjà un petit moment maintenant qu'il intègre ça dans son référentiel, de travailler sur des analyses de risque, être sûr que vous travaillez correctement avec vos fournisseurs, que les cahiers des charges sont conformes, que vous avez bien identifié les risques liés à vos matières premières, à vos emballages, aux procédés qui sont sous-traités, en particulier quand vous sous-traitez une partie des étapes de votre diagramme de fabrication. Donc là, ça fait partie des choses où on sent que les auditeurs vous poussent de plus en plus, vous questionnent pour savoir comment vous maîtrisez cette partie. Et puis enfin, donc là pour le moment, il n'y a que le protocole de certification FSSC 22000 qui l'a intégré. Mais là aussi, on peut supposer que s'il y en a un qui l'intègre, les autres suivront certainement le pas. Mais donc aujourd'hui, dans le protocole FSSC 22000, on vous demande aussi de travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire et donc en particulier de faire un état des lieux de votre gaspillage et de voir quel type d'action vous pouvez mettre en place pour réduire ce gaspillage alimentaire. Donc un sujet qui est un petit peu nouveau et qui n'est pas forcément non plus évident à intégrer au prime abord dans les entreprises. Et donc, du coup, pour conclure sur les perspectives d'évolution, donc ce que je vous ai dit au départ, donc il y a un travail qui est en cours sur l'ISO 22000. Alors le travail commence juste, ou va très prochainement commencer, donc on n'en est pas encore à la phase de parution et on n'a pas encore les tendances qui se dégagent de ce travail sur la norme ISO 22000. Également, vous avez pu voir passer peut-être l'information, c'est tout récent, mais il y aurait la volonté de travailler sur l'impact des changements climatiques. Donc, ce qui permet aussi de renvoyer à ma première slide de présentation où je vous disais qu'aujourd'hui, on était dans un contexte où les entreprises agroalimentaires sont quand même confrontées à différents enjeux et donc le changement climatique est certainement quelque chose qui aura aussi un impact au niveau des référentiels de certification. Et enfin, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'informations qui diffusent là-dessus, mais les référentiels de certification ont toujours la volonté de s'aligner avec les exigences de la GFSI. Et donc, si la GFSI sort prochainement un nouveau benchmarking requirements, forcément, ça intégrera là aussi du travail de révision de tous les référentiels de certification. Donc, en tous les cas, il n'est pas prévu que vous vous ennuyiez dans les prochains mois ou dans les prochaines années, puisque les référentiels de certification évoluent suffisamment vite pour vous donner généralement du travail à mener au fur et à mesure de l'amélioration de vos systèmes de management de la qualité. Alors, il nous reste peut-être quelques petites minutes s'il y a quelques questions. Oui. Bonjour, moi je voulais savoir par rapport à la food défense. Il y a eu l'IFS V8, donc il y a la version 8, mais j'ai vu aussi sur le site de l'IFS qu'il y avait une version en anglais de la food défense de 2023, je crois, validée par la FDA. Mais est-ce que ça va découler vers une version française food défense pour nous ou pas du tout est-ce qu'il va y avoir une mise à jour de la food défense? Je ne pense pas que ce soit au niveau de l'IFS qu'il y ait eu un guide, mais c'est peut-être des démarches après à côté qui sont venues se greffer et où généralement l'IFS, par contre, s'il y a des guides qui sortent, etc., ils vous demandent effectivement de les prendre en compte. Mais là, je n'ai pas connaissance d'un guide spécifique qui serait de la FDA, c'est ça? Oui, ouais. C'est sur le site de l'IFS.com et les seuls guides de recommandation qu'on a sur la food défense,
Alors, parce que de je sais 2014. l'IFS a sorti un guide sur la food defense, donc c'est peut-être celui-ci. Et donc là, l'idée des guides, c'est de pouvoir vous aider à mettre en place les systèmes. Alors, c'est pas des exigences, maintenant c'est des directions. Et effectivement, les auditeurs aiment bien voir si c'est pris en compte au moment où vous l'intégrez dans votre système. D'accord, ok. Peut-être une dernière question pour rester dans le timing. Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui se cache derrière prise en compte de l'impact des changements climatiques ? Alors, c'est très vague parce qu'effectivement, c'est tout nouveau et ça date de la semaine dernière. Donc, je ne sais pas encore comment ça sera audité précisément. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand il y a des changements climatiques, ça peut induire des nouveaux dangers, des dangers émergents. Par exemple, sur les mycotoxines, on sait que en fonction de la température, de l'humidité, on n'a pas le développement des mêmes mycotoxines. Donc, c'est certainement de comment vous allez prendre en compte ça dans vos analyses HACCP. Et puis peut-être aussi comment vous allez vous prémunir par rapport à des changements climatiques. Il peut y avoir des pénuries de certaines matières premières. Et on sait que quand il y a pénurie, ça peut aussi avoir un impact sur la fraude. Donc voilà, de savoir comment vous intégrez ça finalement et comment vous protégez de ces menaces extérieures. Merci à tous.